passons à la séquence suivante. Nouvelles approches, nouvelles technologies, améliorer la maîtrise de votre plan sanitaire. Eh bien, on rentre dans le vif du sujet sur le thème mieux gérer, mieux anticiper le risque listeria. J'ai le plaisir d'appeler Guillaume Frelat, responsable de Siliker Food Science Center France, Mérieux NutriScience, Magali Lediodic, responsable de marché Food Safety and Dry Cleaning pour Carcia, et Guillaume Dancoine, microbiologiste, expert diagnostic augmenté de Biomérieux. Alors, installez-vous, prenez place. Vous avez 2 micros à votre disposition. Alors, Guillaume Frelat, on a 2 Guillaume, donc Guillaume Frelat et voilà à ma droite, c'est le plus proche chez Mérieux NutriScience. Vous managez une activité, un département dédié au développement d'études à façon. Vous répondez à des questions ouvertes, notamment sur le sujet de l'hystéria. Guillaume, vous êtes dans la société cousine, donc Biomérieux. Vous êtes microbiologiste, expert d'un diagnostic augmenté, c'est-à-dire que vous êtes effectivement en charge des nouveaux outils, solutions développées autour de la biologie moléculaire, de la génétique et des data science pour aller plus loin dans la compréhension des origines de contamination et mieux optimiser les process en utilisant des modèles experts. Et puis Magali Lediodic, vous évoluez depuis une quinzaine d'années dans le monde de l'hygiène chez Carcia depuis 7 ans. Carcia spécialiste effectivement des produits de nettoyage et vous notamment sur la désinfection des surfaces par l'air. Et donc vous managez des équipes terrain aussi en support en cas de crise. Vous intervenez lorsque effectivement une contamination intervient et qu'il faut agir en urgence, d'où votre intervention aujourd'hui. Une co-intervention, 3 sociétés, 3 expertises complémentaires pour une approche collaborative tout à fait singulière. Alors tout d'abord Guillaume Frelat, à vous la parole. Tout d'abord avec quelques données sur l'hystéria. Alors, je vais faire rapide parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de choses qui ont été dites sur les données. Moi, j'insisterai sur le dernier chiffre, sur les causes de rappel avec l'hystéria monocytogénèse. Quand on a des progressions sur une année à 2 chiffres, on ne peut pas être satisfait de ces résultats-là. Ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet de l'hystéria mono, mais bon, plus 18%, c'est un chiffre qui est quand même... qui pose problématiques sur lesquelles, effectivement, il faut commencer à se poser des questions sur les problématiques et de ces mauvais résultats. Okay. Alors, si on parle et qu'on essaye de comprendre ces mauvais chiffres, il y a dans la salle des gens chez Mérieux NutriScience dont l'activité, c'est de passer leur quotidien dans les sites industriels pour essayer de traquer les niches de contamination quand on a des crises et trouver d'où vient cette niche de contamination. Et quand on commence à leur poser des questions, quelles sont les principales sources de contamination de ces niches de l'hystéria, si on se focalise là-dessus. Donc on voit pas de mauvaise surprise en disant les mauvaises pratiques de nettoyage et de désinfection. Je pense que j'apprends pas énormément de choses. Les problèmes de conception hygiénique, ça, je pense que c'est parfois un peu négligé et il y a un sujet qui est important là-dessus et qui est, à mon avis, parfois négligé. Dans certaines filières, on a des notions d'intégration de certaines matières premières. Quand on est sur un process en traitement thermique et qu'on rentre une matière première, bien évidemment, si on a une matière première contaminée, on va la retrouver au niveau du produit fini. Ça peut avoir un impact fort. Et je voulais insister, moi, sur 2 choses qui sont aussi dans ces causes qui sont citées. C'est les plans d'action et l'aspect du monitoring. Donc, dans les plans d'action, quand on détecte une contamination, donc faut la détecter, c'est déjà le premier sujet. Au moment opportun, et donc il faut déclencher des plans d'action et des plans d'action qui soient ciblés le plus rapidement possible, mais qui nécessitent un plan d'action, une investigation précise. Okay ? Donc l'investigation des niches de contamination, c'est un point important et on aura l'occasion d'en reparler dans cette présentation. Et le deuxième point, c'est le monitoring. Alors je discute beaucoup avec Guillaume. Il n'y a pas de quota de recrutement chez dans le groupe, je crois, sur le recrutement des Guillaume. Mais on discute de l'optimisation du monitoring et concrètement, il faut bien comprendre que le monitoring a une place importante sur ces maîtrises-là et que très souvent, on a des monitorings qui peuvent être considérés comme perfectibles. Je rappelle que le monitoring, ce n'est pas uniquement faire des prélèvements sur des surfaces au contact des aliments et après nettoyage. Ce n'est pas uniquement ça. Et donc ça, c'est des choses qui sont quand même perfectibles.
Une fois qu'on parle, alors j'ai oublié de dire qu'on dit souvent, alors Philippe Armin qui doit être dans la salle, qui est un de mes collègues qui passe son temps dans les sites industriels, va nous dire, pour moi à peu près 80% des causes de contamination, c'est l'environnement, les équipements, le matériel. Donc c'est un chiffre que je vous ai mis un petit peu avant, donc il faut le garder en tête, cet impact fort des contaminations liées aux équipements. Une fois qu'on a compris que le matériel et l'environnement ont un impact fort sur les contaminations, il faut commencer à se poser de vraies questions sur son monitoring environnemental. Donc je vous mets une petite slide. S'il y a bien des mots à retenir dans ce que j'essaie de vous présenter en 4 slides, c'est que le monitoring environnemental, s'il est mené de manière pertinente et robuste, on doit avoir une approche proactive de la gestion du risque. Okay, donc j'ai entendu beaucoup le mot anticiper chez les différents intervenants. Donc le monitoring doit permettre une approche proactive de la gestion du risque de contamination. Donc les bénéfices d'un monitoring, vous les avez à l'écran. Il y a des choses qui vous paraissent pas surprenantes. Connaître l'efficacité de son plan de nettoyage, bon c'est bien, mais c'est pas que. Connaître la maîtrise de ses pratiques de ses équipes, oui, mais pas que. Et puis les procédures opérationnelles, oui, tout ça, ça paraît évident. Je pense que je vous apprends pas grand-chose, mais j'insisterai aussi sur un point qui est la maîtrise de la donnée. Alors c'est un peu, je dirais, ma marotte du moment, la maîtrise de données. Il faut avoir des données propres. Hein. Il y a des gens qui ont parlé d'IA. Je crois qu'on parle toujours de données propres pour travailler de l'IA, mais dans le monitoring environnemental, on a la même chose. Okay. Donc si on fait des prélèvements et qu'on n'a pas les bons dispositifs, si on les prélève pas au bon endroit, j'insiste juste, quand on fait un prélèvement, il y a une notion d'analyse de risque. Donc si vous voulez faire un prélèvement sur un équipement par rapport à l'Listeria monocytogenes, c'est pas toujours la surface la plus facile d'accessible, parce que c'est aussi celle qui est souvent plus accessible également au biocyte derrière. Donc je verrai si ma collègue est d'accord avec ce que j'ose annoncer. Mais donc il y a une notion de prélèvement. Donc si les prélèvements sont faits et sont parfois négligés la formation des équipes, on aura des données qui seront propres. Et donc la maîtrise de la donnée, elle est conséquente et importante pour mener son monitoring. Une fois qu'on a ça, je vous ai mis un petit peu des points importants sur ça. Il faut que sa donnée, si elle est propre, sa donnée, normalement, et qu'on la pilote, sa donnée, c'est un point important. Hein, j'insiste, pour maîtriser sa donnée et piloter sa donnée, c'est pas uniquement un tableau Excel avec des cases qui passent du rouge au vert. Ça permet pas trop d'identifier des tendances. Et nous, on a besoin d'être capable d'identifier des dérives. Hein, pour un monitoring robuste. Donc un dérive, c'est être capable d'identifier aussi des signaux faibles. D'accord ? Et quand on identifie des signaux faibles, on va commencer à pouvoir identifier des dérives. Et si on commence à identifier des dérives, on va commencer aussi à essayer d'identifier des niches de contamination. Et quand on va être capable d'identifier ces niches de contamination avec certains outils, on va être capable de comprendre aussi la circulation des souches dans son environnement de production. Et quand on commence à comprendre la circulation des souches dans son environnement de production, on arrive à mettre en place des plans d'action qui sont ciblés. Okay, et tout ça permet d'avoir ce qu'on appelle une approche proactive de la gestion du risque avec un monitoring. Et je crois que j'ai une dernière slide que je voulais vous présenter. Hein. Je crois que, Pierre, il y a quelques années, on a parlé de typage. Hein, et on parlait déjà de Listeria. La petite nouveauté, c'est que les technologies, effectivement, elles évoluent rapidement. Et donc, je vous donne juste une petite anecdote pour commencer à... Je fais du teasing pour Guillaume derrière. Comprendre les phénomènes de circulation des souches, ça veut dire quoi ? Si vous avez cette petite photo d'usine et que vous faites sur une journée 25 prélèvements et que vous prélevez des environnements et puis que vous prélevez aussi des produits finis. Si vous allumez 2 sur les 25 que 2 qui sont positifs, donc détection sur 2 échantillons, environnement et produits finis. Votre conclusion du jour, la plupart du temps, c'est je suis content, j'ai trouvé ma niche de contamination. D'accord ? C'est la petite machine avec qui ressemble peut-être à une centrifugeuse. Ok ? Et donc je me dis, je suis content, j'ai trouvé, je suis rassuré. Donc je mets en place des plans d'action et je considère que mon investigation elle est suffisante. Eh bien, si on fait un petit peu de typage, parfois on peut avoir un petit peu de surprise et on s'aperçoit que par exemple les 2 souches finalement c'est 2 clones différents. D'accord ? Donc on a un problème sur son produit fini, on a toujours un problème sur sa centrifugeuse, mais on a un troisième problème, c'est qu'on n'a pas trouvé la niche de contamination. Okay. Et donc, à partir de ça, le typage nous permettra, vous comprenez, d'aller vers des investigations. Et il existe des techniques de typage depuis de nombreuses années, qui au départ étaient réservées aux autorités et qui maintenant sont accessibles aux industriels. La petite différence, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des solutions qui nous donnent un résultat en 2 heures partir d'une colonie. Et c'était il y a quelques semaines, c'était le délai de quelques semaines, il y a quelques années. Donc on voit effectivement la grande avancée de cette technologie. Guillaume Dancoine, allez, on plonge dans le cas réel, un cas de gestion effectivement qui va nous permettre de bien comprendre les bénéfices de la technologie.
Bonjour à tous. Donc pour rebondir sur ce que vient de dire Guillaume Frelat, si on regarde un petit peu comment ça se passe une crise de manière, on va dire, accélérée, évidemment quand on a un positif sur un produit fini, on va mettre les lots de côté, on va peut-être les détruire en fonction des produits. Et puis on va se poser plein de questions. On va forcément retarder la production, puis on va se poser plein de questions. Est-ce que j'ai déjà vu cette souche ? Est-ce que c'est une vraie contamination ou est-ce que c'est une contamination croisée au niveau du laboratoire ? Est-ce qu'il s'agit d'un biofilm ? Est-ce que c'est juste une souche transiente qui passe, qui s'est invitée à dîner mais qui ne va pas rester ? Est-ce que ça vient peut-être d'un fournisseur ? Mais la plupart du temps, on n'a pas les outils pour répondre à ces questions. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on doit livrer nos clients, eh ben, on appelle les experts à côté, et puis on fait un nettoyage complet, et puis on redémarre le plus vite possible. Et en général, ça se passe bien ou pas, parce que la contamination, elle revient quelques semaines plus tard. Rebelote, on repart sur les mêmes, on va dire, questions, le même process. Et puis, on peut se retrouver dans une situation où, là, on peut pas redémarrer parce que, voilà, il y a des positifs partout, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et là, on rentre dans la gestion de crise dont on parlait tout à l'heure, où on commence à s'interroger en se disant, mais qu'est-ce qu'il y a dans les produits que j'ai mis sur le marché ? Et puis en général, là c'est un industriel qui est déjà digitalisé au niveau de son plan de contrôle environnemental avec Enviromap. On regarde un petit peu l'historique. Et on regarde où est-ce qu'on a retrouvé de la Listeria monocytogenes sur les derniers mois, les dernières semaines. Donc là, il y a la qualité et la production qui se mettent autour de la table. Et puis, ils se disent, on sait quand même que dans 80% des cas, ça vient de l'environnement. Donc on va essayer de trouver. Mais là, globalement, ils se disent, c'est compliqué parce qu'on a différentes souches qu'on a trouvées à différents endroits. Là, c'est un petit peu complexe. Et le typage, en fait, c'est donc Genotyper dont Guillaume faisait le teasing. C'est une solution qui va nous permettre de très rapidement, et là on n'est plus sur le quelques semaines en post-mortem, mais de pouvoir quasiment en temps réel, dans l'usine, dans le laboratoire interne ou via Mérieux-Nutricence, pouvoir faire un typage qui va être, on va dire, très simple à mettre en œuvre, qui va être très précis. Si on se positionne, si on regarde un petit peu, là sur cette diapo, elle est un peu complexe, mais ça vous permet aussi de montrer entre des méthodes d'identification type 16S, Malditoff, et puis les méthodes de séquençage tout à droite, où là on va séquencer le génome complet et on va pouvoir aller très loin dans l'expertise. Nous, on va se positionner sur un niveau, déjà très avancé en termes de typage, mais la révolution, ça va être le temps. Puisque en 1 heure, en fait, après l'isolat sur boîte, on va être capable de plus voir finalement cette vie en noir et blanc, mais de la voir en couleur, si le bip veut bien fonctionner, voilà. Puisqu'en fait, on va être capable tout de suite d'identifier les liens, de comprendre les différents clusters de Listeria monocytogenes que j'ai dans mon site de production, dans mon environnement, de pouvoir faire le lien avec le produit fini. Donc là, on voit très bien que cette centrifugeuse dont parlait Guillaume, elle est en effet responsable de la contamination. On avait encore un industriel hier qui passait sur le stand et ça fait 2 mois qu'il utilise la méthode et il nous disait effectivement on a pu exactement ce cas-là, comme quoi il n'est pas fictif ce cas-là, ils ont pu identifier un équipement sur un atelier qui générait très régulièrement des alertes sur le produit fini. Et en fait, en arrivant auprès de la direction industrielle, avec les résultats du Genotyper, ils ont dit il faut changer l'équipement. Mauvaise conception hygiénique, on ne peut pas continuer comme ça. Donc ça permet de très rapidement comprendre ce qui se passe dans l'environnement de production, de pouvoir effectivement, avec une application, puisque le Genotyper, c'est la combinaison d'un test de biologie moléculaire et d'une intelligence artificielle. Je vois mon collègue David Lézé, le développeur, puisque c'est développé juste à côté sur le site de Bru. C'est le papa de l'application. Et en fait, cette application va vous permettre de gérer tout votre historique. Donc toutes les souches de Listeria monocytogenes que vous avez pu retrouver sur un site, ou si vous avez plusieurs sites dans votre organisation, vous allez pouvoir aussi avoir une organisation multisite. Vous allez pouvoir aller cibler sur des souches, comprendre un petit peu, voir à quel cluster cette souche appartient. Et puis quand vous allez aller sur l'historique
d'un groupe qu'on appelle cluster de souches. Vous allez retrouver tout l'historique des souches, où est-ce que vous en avez retrouvé dans l'environnement, des produits finis, sur le site A, sur le site B. Donc ça va vous permettre de comprendre et de faire des liens très rapidement avec ce qui a pu se passer dans le passé. Et ça va avoir un impact très important sur votre prise de décision, puisqu'au lieu de faire du post-mortem, vous allez pouvoir agir immédiatement et prendre la bonne décision. Donc au lieu de tout nettoyer, vous allez peut-être, avec l'aide de Quercia, dire tiens, on va cibler un nettoyage sur un équipement particulier. Sur évidemment ce que je disais, vous allez pouvoir stocker, parce qu'aujourd'hui le typage, c'est quand vous en faites dans un laboratoire, c'est un fichier PDF. Donc le fichier PDF, pour le comparer de l'historique, c'est pas évident. Donc là, on va pouvoir, grâce à l'application, pouvoir gérer l'historique. Évidemment, on va réduire le risque, on va protéger la marque. On parlait tout à l'heure des impacts d'une crise, c'est dramatique en termes de coûts, en termes d'image de marque. Et puis, on va pouvoir aussi valider les pratiques de nettoyage et d'hygiène, puisqu'on va pouvoir, via la compréhension de notre environnement, si on a un cluster de Listeria monocytogenes sur un tapis et qu'on a une action de nettoyage désinfection, et derrière, si on ne retrouve pas cette souche, on va pouvoir dire « Ok, on a réglé ce problème-là, alors peut-être qu'on en a d'autres, mais en tout cas, on peut démontrer qu'une niche a été éliminée. » Et ça va nous permettre de comprendre ces fameux événements. Est-ce que c'est une souche transiente qui s'est invitée à dîner et un soir et qui est repartie, ou est-ce que c'est toute une famille qui habite chez vous et qui a élu domicile tous les matins, tous les midis et tous les soirs? Donc ça, c'est très important. Et souvent, la question que l'on a avec ces résultats, c'est OK, mais maintenant, on fait quoi? Maintenant, on fait quoi? On demande à Quercia. Alors Magali, voilà, la transition est toute faite. Je le disais en introduction, vous avez des équipes terrain qui interviennent. Et là, effectivement, quel est l'impact et l'effet de cette nouvelle technologie? Alors tout d'abord, pourquoi a-t-on une contamination persistante? Effectivement, avant de partir sur les solutions qu'on propose chez Quercia, je pense que c'est intéressant de revenir sur qu'est-ce qu'une souche transiente, qu'est-ce qu'une contamination persistante. Donc là, vous avez le petit schéma sur le principe de développement du coup ici de Listeria. Il faut savoir que avant qu'on soit sur une contamination persistante sur un cyste, on a d'abord l'introduction du contaminant, ici Listeria, qui va se multiplier, qui va persister avec potentiellement la présence de biofilms, la formation de biofilms, qui va du coup habiter non pas que de la Listeria, mais un mélange de souches qui vont venir du site. Et ensuite, on va relarguer, ce qui va faire que ce micro-organisme va se multiplier dans d'autres zones, voire être introduit dans d'autres zones. Donc, ce que Guillaume Freula disait tout à l'heure, c'est intéressant. 80% des contaminations produits qui ont des contaminations via Listeria sont issues de l'environnement. Ça, c'est hyper intéressant. Et ça montre que la problématique des intrants, elle est importante, oui. Et tout le flux qui va être généré sur le site est hyper important et est contaminant. Donc il va falloir faire attention aux intrants évidemment, aux CCP qui sont mis en place, mais aussi au flux du personnel, au flux du matériel, etc. Après, on va en arriver à la phase de multiplication. Et là, on a beaucoup de données sur Listeria. On a aussi un avis qui est sorti l'année dernière, un avis de l'EFSA sur la persistance, notamment de Listeria. Donc, on va faire attention aux caractéristiques de développement, l'humidité, la température, les résidus de matière organique. Et du coup, de ce fait, l'eau résiduelle sur les sites lorsqu'on met en place un nettoyage, l'aspect aussi conception hygiénique, etc. Les barrières, est-ce que les barrières mises en place permettent du coup de limiter cette introduction, de ne pas faire que la Listeria va se multiplier dans d'autres zones, etc. Et puis après, on en arrive à la persistance parce qu'à un moment donné, même si on a le bon protocole de nettoyage et de désinfection, il se peut qu'il soit mal appliqué, ce soit le bon protocole au bon moment, mais pas bien rincé, pas bien appliqué, avec des zones d'ombre, etc. Une conception hygiénique qui n'est pas idéale. Et on en arrive à cette phase de persistance.
Et là, du coup, comme Guillaume le disait tout à l'heure, on se retrouve avec des résultats positifs un peu partout, en dents de scie, etc. Et hélas, la boucle se reboucle avec la présence de biofilms, des contaminations résidentes qui vont aussi se propager. Exactement. Et donc chez Quercia, on a toute une équipe terrain, on est une cinquantaine de conseillers, on a une cinquantaine de conseillers et de responsables sur le terrain pour justement voir si le protocole d'hygiène est bien utilisé, si on a le bon protocole au bon moment, utilisé de la bonne manière, avec du coup un accompagnement fort des équipes sur le terrain, dans les usines, des personnes qui mettent en place les protocoles pour savoir s'il est bien compris, bien appliqué, etc. À côté de ça, même si on a le bon protocole, parfois on est du coup sur une contamination résidente et on proposait des prestations, des accompagnements, des traitements biofilms pour éviter la contamination, des audits sources et vecteurs pour savoir d'où vient la contamination et comment elle est véhiculée, etc. Mais on était limité puisqu'on savait dire « Ok, on a un problème, ok, on l'a résolu ». Mais 6 mois après, quand on revient sur le site, parce qu'on a une autre crise, la question c'est est-ce qu'on a résolu la crise et on fait face à une nouvelle problématique, ou est-ce qu'on est sur toujours la même problématique qui finalement a été éliminée à un endroit, mais revient sur une autre zone. Et c'est là l'intérêt qu'on a de partager ces expériences avec Mérieux et Biomérieux, puisqu'on croise vraiment les compétences et on sait dire du coup si effectivement on a toujours la même listeria, elle a eu beaucoup de mutations, ce qui implique qu'on a sûrement la présence de biofilms, ou on a une souche qui est nouvelle, liée à un produit, une matière première, liée à du matériel, etc. Et ça vous permet de mieux cibler les plans d'action, en fait, d'une certaine façon. Allez, avant, vous étiez un peu aveugle, c'est-à-dire qu'on ne savait pas forcément quelle était l'origine. On peut dire ça. Et là, vous êtes plus précis dans votre mode d'action. On va vraiment détecter, traiter et mettre en place une action corrective. Merci. Eh bien, écoutez, on peut applaudir nos 3 intervenants pour cette présentation. Il faut souligner qu'on est sur une collaboration avec 3 entreprises. Et ça, c'est tout à fait inédit et remarquable. Peut-être Guillaume, à la suite de Magali, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette démarche à 3 ? Ouais, lequel Guillaume ? Alors, on ne sait plus quel Guillaume. Guillaume d'Antoine et Guillaume Frolas, si vous voulez compléter. Non, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est quand on a des collègues qui disent toujours les bactéries étaient présentes bien avant nous, il y a des milliards d'années, elles seront présentes bien après nous, et avoir la prétention de dire qu'on va éradiquer l'hystéria monocytogenèse, non, c'est pas possible. Ce qu'on veut, c'est la maintenir le plus loin possible de nos produits, de nos usines, enfin de vos usines. Et cette approche collaborative, c'est de se dire ensemble, on a plus de chances d'apporter rapidement une compréhension et rapidement une solution aux industriels, où parfois il y a des pertes de temps, tout simplement parce qu'on n'a pas l'ensemble des compétences autour de la table. Donc c'est mettre ensemble, en mixer quelque part nos compétences, nos expertises mutuelles pour abaisser, on va dire, le temps de compréhension et le temps de réaction de l'industriel. Ouais. Et ça, Guillaume Frolas, c'est assez original justement d'avoir cette complémentarité. Il y a des situations où autour de la table, on a effectivement l'industriel avec sa problématique et puis les personnes qui sont à côté de moi et qui sont présentes parce que les compétences sont complémentaires et qu'on a des cas de figure où il faut être capable d'analyser une situation rapidement avec des données qu'on nous présente qui parfois sont peut-être partielles, mais sur lesquelles notre expertise est importante parce qu'on va gagner énormément de temps. Et si on complète ça avec des outils de typage qui effectivement nous donnent des informations en quelques heures, les réactions sont pas du tout les mêmes que la dernière fois où on a discuté, Pierre, sur des outils où on avait des réponses en semaines. Et c'est ça, exactement. On a le temps pour prendre des questions. Y a-t-il des demandes de précision, des interrogations pour nos 3 experts? Si pas de questions, c'est qu'on a été très clair. Merci à vous.